Bonjour tout le monde. Bienvenue, bienvenue. Je pense qu'il y a encore certaines personnes qui sont en train de se joindre à nous. Euh, donc, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Émilie Nicolas. Je suis l'animatrice du symposium pour la semaine. Je vais être avec vous durant, en fait, jusqu'à jeudi, donc comme l'animatrice de l'événement. Euh, c'est la première fois qu'on fait ce symposium-là annuel sur l'immigration francophone en format virtuel. Donc, il y a des nouveautés associées à ce format-là. On va faire de notre mieux pour que ça se passe le plus rondement possible pour tout le monde. Donc, pour commencer, je vais juste vous remercier tout le monde d'être présent avec nous. For being there with us. Cette présence-là. Puis, je suis certaine qu'il y a plusieurs personnes qui vont continuer à se joindre aussi dans les prochaines minutes. Je vais remercier aussi le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Marco Medicino, d'être avec nous aujourd'hui en ce moment. Donc, il va prendre la parole aussi incessamment. And I also like to just say, if you are an English speaker, that there is simultaneous translation available now, and also for the reminder of the symposium. So you can look down on your screen. There's a interpretation button there that's available. So there's that service there that you can use at any time when you deem it necessary. Si vous avez des questions par rapport à ça, if you have questions regarding interpretation, you can always message your organizers as well and use an email or chat for that. Sans plus tarder, je vais tout de suite inviter le président de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, Jean Johnson, à faire son indication d'ouverture. Puis, je vous reviendrai un peu plus tard avec les autres informations pour le symposium. Donc, Jean, à vous la parole. Merci, Émilie. Bonjour à vous tous. Cher ministre Mendicino, je vous remercie de votre présence. J'aimerais souligner que je vous adresse la parole à partir d'Edmonton, qui fait partie du territoire visé par le traité numéro 6. C'est un lieu de rencontre traditionnelle et la patrie de nombreux peuples autochtones, dont les Cris, les Saulteaux, les Pieds-Noirs, les Métis, les Sioux, des Nakota. C'est un réel plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à ce qui s'appelle désormais le Symposium annuel de l'immigration francophone, ce qu'on connaissait auparavant comme la journée de réflexion sur l'immigration francophone. Lorsque la FCFA a pris en œuvre cette initiative il y a déjà 15 ans, c'était pour rassembler trois grands piliers dans une même discussion sur les grands enjeux de l'immigration francophone. Je parle ici du milieu de la recherche, des gouvernements et bien sûr des communautés elles-mêmes. Qu'est-ce qui a changé depuis ce temps? Aujourd'hui, nous faisons l'immigration. Notre action dépasse de loin la réflexion stratégique, même si elle aura toujours sa place ici. Cet espace est indispensable pour faire le point à chaque année sur nos défis. C'est une occasion importante et on sait combien ce dossier évolue rapidement. D'ailleurs, comme on l'a vu il y a quelques semaines, le document de réforme des langues officielles de la ministre Joly propose l'obligation de réforme, l'obligation pour le gouvernement d'adopter une politique en matière d'immigration au bénéfice des communautés francophones et acadiennes. To benefit. Importante qui arrive au terme d'une année qui n'a pas été facile. En 2019, on a vu une augmentation des nombres et de la proportion des immigrants et des immigrantes d'expression française. En 2020, par contre, les frontières étaient fermées, réduisant ainsi les nombres alors que nous visons et travaillons toujours pour atteindre notre cible de 4,4 en 2023. La pandémie nous a appris plusieurs choses. Malheureusement, ceux et celles qui l'ont senti le plus souvent encore une fois, ce sont les plus vulnérables, les personnes minoritaires. Ça nous a ouvert les yeux par rapport aux défis que vivent les minorités visibles. Ces personnes peinent à trouver du travail. Elles peinent à boucler la fin du mois. Ces personnes ont été affectées par la pandémie, soit directement
soit indirectement par la perte de leur emploi. Ce sont aussi ces personnes qui sont allées à la rescousse pour offrir des services essentiels. Naturellement, l'année qui vient de passer a eu ses défis, mais elle nous a fait avancer et réfléchir. Elle nous a surtout ouvert les yeux sur l'enjeu du racisme systémique. Elle nous a appelés à travailler ensemble pour reconnaître ce racisme systémique et de s'y opposer, à trouver ensemble des moyens de mieux inclure tous et toutes les personnes qui veulent participer à notre francophonie, peu importe leur origine ou leur culture. Je veux reconnaître la qualité de l'expertise des conférenciers et des participants présents aujourd'hui et nous comptons sur vous pour nous faire avancer et nous faire passer à l'action. Je nous souhaite un bon symposium et sans plus tarder, j'invite le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Marco Mendicino, à vous dire quelques mots. Monsieur le ministre. Merci, John. Je vous remercie de m'avoir invité à me joindre à vous aujourd'hui. Thank you to everyone joining us today. Je dois d'abord souligner que je me joins à vous depuis le territoire traditionnel non cédé de la Première Nation des Mississaugas de Credit et de Haute-Nauceny. En tant que fille d'immigrants italiens arrivés au Canada avec seulement quelques billets en poche, je peux vous confirmer que d'installer sa famille dans un nouveau pays, ce n'est pas une mince affaire. J'ai une appréciation toute particulière pour le FCFA, qui est un allié précieux d'RCC dans ses efforts pour attirer des immigrants francophones et les aider à s'établir dans notre grand pays. Je suis très heureux d'être ici virtuellement, accompagné de plusieurs de mes collègues d'RCC. Je veux aussi souligner la présence de ma secrétaire parlementaire, Soraya Martinez-Ferrada. C'est une collaboratrice hautement efficace dans ce dossier et je l'en remercie. This week, I know you are addressing two key issues which are at the forefront of our public discourse: the pandemic's impact on Francophone immigration and the impact of systemic racism on racialized newcomers. Ces deux enjeux posent de grands défis pour notre système de santé, notre société et notre gouvernement. La pandémie a créé beaucoup de difficultés dans les dernières années pour notre système d'immigration. À IRCC, la gestion de la pandémie demeure une priorité absolue alors que nous continuons d'adapter nos activités pour aider les demandeurs et pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants sur le territoire. Tout en protégeant la santé et la sécurité des gens, nous avons soutenu les efforts du secteur de l'établissement pour qu'il se réorganise en vue de répondre aux besoins des nouveaux arrivants. Throughout the pandemic, IRCC has stayed in regular contact with our National Settlement and Integration Council members, including you at the FCFA. And I want to underline my profound gratitude, our government's profound gratitude for all the work that you are doing on the front lines to help welcome our newcomers. In particular, in this past year, I know it has been very challenging. Je sais qu'il y a plusieurs des défis sur les premières lignes, mais surtout, votre contribution est exceptionnelle et je vous remercie encore pour ça. Je sais que la reprise après la COVID ne sera pas facile, mais je crois fermement que pour le Canada, l'immigration, notamment l'immigration francophone, jouera un rôle clé dans notre démarche. Vous savez que nous avons récemment pris des mesures pour aider les immigrants francophones à s'installer dans des collectivités francophones en situation minoritaire hors Québec et y apporter leur contribution. Le plan des nouveaux d'immigration 2021 à 2023 souligne l'importance de tous les nouveaux arrivants pour la reprise à court terme du Canada après la COVID,
ainsi que pour notre avenir à long terme. J'appuie aussi la position de la FCFA qui soutient que les immigrants francophones jouaient un rôle important dans cette vision de l'immigration. Parallèlement, au nouveau plan de niveau d'octobre dernier, j'ai annoncé que les candidats francophones et bilingues recevraient des points supplémentaires au titre du système entrée express DRCC, lesquels guèrent les demandes des travailleurs qualifiés cherchant à devenir résidents permanents. Nous croyons que l'attribution de points supplémentaires à ces candidats augmentera le nombre d'admissions de candidats francophones hors Québec. Comme vous le savez peut-être, dans le cadre de plan d'action pour les langues officielles du gouvernement, ARCC investit plus de 36 millions de dollars sur 5 ans pour consolider son parcours d'intégration francophone. Ce projet repose sur 3 piliers: l'amélioration des services d'établissements francophones, l'établissement des collectivités francophones accueillantes et le renforcement du secteur de l'établissement francophone. Selon notre vision de parcours, tous les nouveaux arrivants devraient avoir la possibilité de s'établir et de s'épanouir en français et d'être en mesure de contribuer positivement à la société canadienne et à la vitalité des collectivités francophones. En 2019, ARCC a également annoncé une stratégie en matière d'immigration francophone. A francophone immigration strategy. D'ici 2023, une cible de 4,4% d'immigrants francophones à l'extérieur du Québec. Je suis heureux d'annoncer que nous faisons des progrès sur ce front et même avec les règlements relatifs à la COVID en place, les admissions de candidats francophones en 2020 représentaient 3,6% de tous les immigrants admis au Canada à l'extérieur du Québec. Of course, in the short term, this progress may still be impacted by the travel restrictions related to the pandemic. But in the long term, I am confident and optimistic that we will succeed in our efforts to attract French-speaking newcomers to francophone communities across Canada. Dans mon rôle, j'ai la chance d'être témoin du succès des immigrants francophones et de leur contribution aux collectivités partout au Canada. Ce sont des gens comme Rose Cathy Handy, une immigrante camerounaise installée dans la région de Toronto. Elle est la fondatrice et présidente de Bilingual Link, une entreprise de recrutement et de placement d'employés bilingues et a été élue femme entrepreneur de l'année au Canada en 2009. Il y a aussi Olivier de Colombe, musicien parisien de formation classique qui s'est installé à Whitehorse en 2014. Aujourd'hui, il écrit pour le Journal de la langue française du Yukon, enseigne le français aux adultes et la musique aux élèves de primaire à Whitehorse et travaille en vue d'obtenir une certification de musicothérapeute. Ces histoires nous donnent un aperçu du potentiel de contribution des immigrants francophones. Ils soutiennent les nouvelles mesures de modernisation de la loi sur les langues officielles annoncées récemment par ma collègue Mélanie Joly, la ministre du Développement économique et des langues officielles. L'objectif de ces mesures est de protéger et de promouvoir l'usage de français, pas seulement dans certaines régions, mais partout au Canada. Comme l'a souligné la ministre Joly, accroître la présence démographique des francophones dans les collectivités minoritaires hors Québec est une priorité du gouvernement. Elle et moi convenons que l'un des principaux moyens d'y parvenir est d'encourager les nouveaux arrivants francophones à s'y établir. La loi modernisée encadrerait une politique d'immigration francophone et appuierait la francisation des nouveaux arrivants. Pour y parvenir, nous proposons d'attirer des enseignants francophones ici en mettant en place un nouveau corridor d'immigration francophone prévu spécifiquement pour recruter des enseignants francophones
et de langue française. Le gouvernement reconnaît également qu'il est important de soutenir et de renforcer les possibilités pour les nouveaux arrivants d'apprendre et d'améliorer leurs compétences dans les langues officielles du Canada. Pour ce faire, nous sommes heureux de continuer à offrir des services d'établissement de haute qualité, y compris de la formation linguistique. Je suis convaincu que les changements que nous apportons au système Entrée Express, conjugués à nos intentions de réforme de la loi sur les langues officielles, viendront compléter les mesures précédentes que nous avons prises. Parmi ces mesures, soulignons l'initiative des collectivités francophones accueillantes qui soutiennent certaines collectivités linguistiques en situation minoritaire dans leurs efforts pour attirer de nouveaux arrivants francophones et créer des occasions d'activités francophones. Il s'agit de tout premier projet d'établissement d'RCC à laisser le financement communautaire. Et avec l'aide des réseaux en immigration francophone et de la FCFA, le développement des collectivités francophones accueillantes est l'une des nombreuses initiatives en appui en parcours d'intégration francophone est à l'approche par et pour les francophones, une priorité de plan d'action pour les langues officielles 2018 à 2023. Now I'd like to turn to the second pressing issue that you are going to discuss. In the last year, we have shone a light on systemic racism in our country, and we have started to take the steps that are necessary to tackle it. I believe we have a collective duty to fight racism in all of its forms so that we can build back better from the pandemic and consciously become more inclusive, reducing barriers, systemic and otherwise, right across government and our society. Ainsi, alors que nous travaillons à créer des collectivités accueillantes pour les francophones, nous devons reconnaître que le racisme existe et qu'il peut représenter un défi supplémentaire pour les nouveaux arrivants qui cherchent à s'établir dans leur nouvelle collectivité. Collectivement, nous devons prendre des mesures pour mettre fin au racisme, défendre l'équité, défendre les droits des personnes racialisées et veiller à ce que tous les nouveaux arrivants aient l'occasion de réussir. De par la nature même de son mandat, ERCC s'efforce de célébrer le genre de société diversifiée qui découle de l'immigration. Ainsi, à une époque où il faut combattre le racisme systémique dans notre pays, nous veillons à la diversité et à l'équité raciale dans l'ensemble de notre effectif. Nous examinons soigneusement nos programmes et services pour nous assurer qu'il n'y a pas de préjugés dans nos activités et pour garantir l'égalité d'accès à nos services d'établissement pour les nouveaux arrivants qui en ont besoin. Nous continuerons de travailler avec les fournisseurs de services en établissement qui contribuaient à favoriser l'établissement des collectivités accueillantes, inclusives et socialement justes pour les nouveaux arrivants francophones. Dans 5 jours, le 20 mars, des gens du monde entier marqueront la Journée internationale de la francophonie, une journée pour célébrer la langue française et la diversité de la culture francophone à travers le monde. Je suis un grand partisan du bilinguisme et un francophile fini. C'est un privilège d'avoir 2 langues officielles, non seulement pour leur valeur historique, mais surtout en raison du potentiel qu'elles nous offrent pour l'avenir. Nos 2 langues reflètent notre identité nationale. C'est pourquoi il est important pour moi, en tant que ministre fédéral, de parler français aussi seul que possible. Soyez assurés que mes collègues et moi continuerons à déployer des efforts considérables pour renforcer le caractère bilingue du Canada. Je remercie le FCFA et l'autre intervenant francophone pour leur travail de soutien aux immigrants francophones.
Non seulement vous travaillez à protéger et à promouvoir notre dualité linguistique, mais vous êtes des alliés précieux dans l'accueil des francophones et dans le soutien aux collectivités francophones en situation minoritaire partout au Canada. Merci encore de m'avoir invité à livrer le mot d'ouverture de ce symposium. J'aurai maintenant le plaisir de répondre à quelques questions en compagnie de notre modératrice, Émilie. Merci encore. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour ces mots, pour cette allocution. On a le temps en ce moment pour une question, en fait. Et il y a plusieurs questions qui ont été posées dans le chat, donc on a essayé de préparer une super question qui allait répondre le plus possible aux préoccupations des participants. Donc, dans le récent plan proposé de réforme des langues officielles, il a été proposé d'adopter une politique d'immigration francophone avec l'objectif de maintenir le poids de la population d'expression française à 4,4 comme vous, dans les nouveaux arrivants, comme vous le savez. Donc, est-ce que cette proposition ouvre la voie à une approche du rattrapage des retards accumulés au cours des dernières années? Comment on fait pour atteindre finalement cet objectif-là? Donc, voilà la question qui vous est posée. Merci, Amélie. Et tout d'abord, il faut dire que notre gouvernement est un champion des deux langues officielles du Canada. Et ce n'est pas seulement une fonction d'un dossier ou un autre, c'est une approche qui reconnaît la valeur de notre culture bilingue. Et pour moi, comme j'espère que vous le voyez, c'est une valeur très importante, c'est une chose personnelle pour moi. J'ai fait l'effort de toujours améliorer la qualité de mon français. J'espère que l'audience est en tout en accord avec ça. Mais dans le dossier, comme j'avais dit dans mon discours, on avait fait beaucoup de progrès pendant la dernière année pour venir plus proche à notre but, pour renforcer la francisation et les cibles, les chiffres de l'immigration francophone hors de Québec. Et en même temps, je pense que nous avons une opportunité maintenant avec le lancement de ce projet important de ma collègue, le ministre Joly, avec sa papier blanc, où il y a une opportunité pour revisiter la question centrale si le but est correct. Et la raison est très simple. Nous savons qu'il faut renforcer la francisation, pas seulement au Québec, mais partout au Canada. Donc, je pense maintenant est le moment pour avoir cette conversation, pour réfléchir si nous avons les politiques qui avaient l'impact qu'ils nous ont besoin pour faire le progrès. Comme j'ai dit dans mon discours, nous avons une stratégie pour attirer plus des immigrants francophones au Canada. Ce n'est pas seulement un exercice d'ajouter plus de points additionnels dans le système entrée express. Nous avons amélioré l'accès à la planification et les tests et les services partout au Canada. Et encore, je vous remercie l'FCFA pour tout votre travail. C'est merveilleux, c'est très important. Et finalement, je veux conclure avec une proposition que moi et le ministre Joly vont consulter avec la communauté. Et ça, c'est sur la création potentielle d'un nouveau corridor pour attirer des professeurs qui parlent français. Et pour moi, c'est un exemple d'innovation concrète où nous pouvons renforcer la capacité pour partager pas seulement la langue française, mais la culture, l'histoire francophone avec la jeunesse partout au Canada. Donc, c'est une chose que je suis tellement... j'avais beaucoup d'enthousiasme pour commencer cette conversation et cette consultation avec ma collègue.
Et j'espère dans l'avenir, on va beaucoup plus de dire. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour votre temps et pour votre allocution et pour la réponse que vous venez de donner à la question. Merci à Émilie et merci Jean. Merci à tout le monde et je vous souhaite une bonne convention. Merci. Merci. Donc, sur ce, vous êtes de retour avec moi. Donc, pardon, j'étais sur mute. Donc, simplement vous rappeler d'abord que pour avoir l'horaire complet du symposium, vous pouvez aller sur le site web, donc symposium.immigrationfrancophone.ca. C'est là que vous avez tous les détails pour les différents après-midi qu'on va passer ensemble cette semaine. Habituellement, donc c'est une journée de réflexion, comme on l'appelait, donc sur une journée. Maintenant, avec Zoom, l'horaire est réparti. Donc, si vous voulez savoir le programme des prochains jours, c'est là que ça se passe. Il y a aussi les PowerPoint des panélistes. La plupart vont partager le PowerPoint avec vous durant la présentation même, donc avec le partage d'écran. Ceci dit, si vous préférez avoir accès au PowerPoint en anglais, donc en langue anglaise, les PowerPoint ont été traduits. Les PowerPoint sont accessibles de façon bilingue, mais on ne mettra pas la version anglaise du PowerPoint à l'écran. Si vous voulez avoir accès au PowerPoint anglais, par contre, il est sur le site web. Donc, c'est là que vous pouvez aller pour y avoir accès. Une autre note aussi, il y a un formulaire d'évaluation qui va être rendu disponible pour s'assurer qu'on ait bien votre retour sur la façon dont l'activité se déroule, si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions. Donc, à la fin de ce panel cet après-midi, j'ai partagé dans le chat le lien vers un SurveyMonkey pour vous permettre de faire cette évaluation-là. Puis, à chaque jour aussi, il va y avoir un rappel donc de cette évaluation-là. C'est très important, je pense, pour la SCSA de s'assurer d'avoir cette rétroaction-là des participants tout au long du symposium. Et finalement, une dernière note au niveau de la période des questions, la façon dont ça va fonctionner. During the question period, Pour l'instant, si vous l'avez remarqué, si vous essayez d'interagir dans le chat en ce moment est bloqué. C'est ce qui permet de vous concentrer sur les présentations, mais aussi pour que les gens qui font les présentations ne soient pas distraits par le chat. Ceci dit, on veut encourager la participation, on veut encourager vos commentaires. Donc, ce qu'on va faire, c'est que quelques minutes après la dernière prise de parole du panel, le chat va être ouvert. Et ça va être à ce moment-là qu'on va vous demander d'écrire vos questions dans le chat associées à n'importe quel panéliste. Et moi, mon rôle, c'est de trier ces questions-là et de s'assurer de les diriger envers la bonne personne et que le plus grand nombre de questions possibles soient répondues. Donc, si vous voulez indiquer aussi dans le chat la personne à qui s'adresse votre question, ça m'aide grandement donc, à faire mon travail de porte-parole des gens qui posent des questions dans le chat. Donc, ça va être le fonctionnement pour cet après-midi, mais ça va être aussi comme ça qu'on va fonctionner pour l'ensemble de la semaine. Donc, sans plus tarder, on va vous présenter donc, le premier panel. On commence en force avec les questionnements que je qualifierais d'existentiels. Donc, qu'est-ce qu'un francophone? Qu'est-ce que la francophonie? Donc, le titre du panel cet après-midi, c'est une réflexion sur des définitions inclusives de la francophonie. On sait, particulièrement dans le contexte canadien, que la définition des francophones peut avoir un grand rôle à jouer dans le développement du sentiment d'appartenance, particulièrement des personnes issues de l'immigration. Donc, la question qui est posée aux panélistes aujourd'hui, c'est quel rôle jouent ces définitions, puis quelle approche rend le mieux compte de la composition de plus en plus diversifiée des communautés francophones en contexte minoritaire. Donc, pour regarder ces questions-là avec nous, on a trois panélistes. Je vais commencer par présenter le premier, que plusieurs d'entre vous devez connaître déjà, donc Serge Quinty, qui est maintenant à l'écran, qui est directeur des communications de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada.
Serge, que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer par le passé, qui est un professionnel des communications impliqué dans les communications francophones, les médias francophones, depuis presque toute sa carrière, finalement, si j'ai bien compris, dans différents rôles. Il a été journaliste à Radio-Canada, au droit, dans plusieurs revues. Il a travaillé en relations publiques et aussi en communication internationale, en coopération internationale avec des médias francophones dans plusieurs pays d'Afrique, notamment le Bénin, le Mali et le Sénégal. Il est avec la SCFA depuis 2005 dans différents rôles. Et sur ce, je vais tout de suite lui céder la parole pour voir ce qu'il nous a à nous dire sur les identités francophones. À vous, Serge. Merci beaucoup, Émilie. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui. Je voudrais commencer par dire que je vous adresse la parole à partir d'Orléans, qui fait partie des territoires du peuple algonquin Anishinaabe. Ma présentation aujourd'hui, je vais vous partager mon écran et voilà, on fait un petit share screen. Et nous y voici. Donc, ma présentation aujourd'hui s'intitule « Identité multiple, applications multiples, définitions multiples pour des données inclusives au sein d'une francophonie plurielle ». En fait, je dis des données inclusives, mais ça pourrait s'appeler une approche inclusive parce que ça dépasse les données quand même. C'est vraiment l'approche, la façon de voir la francophonie, de percevoir la francophonie qu'il faut vraiment réévaluer. Et je vais commencer par un article qui m'a marqué, même si ça fait 9 ans qu'il a été publié. C'est une chronique qui a été publiée à l'époque de la publication des données du recensement de 2011 par Rima El-Khoury dans la presse et qui s'appelait « Confession d'une allophone dans le placard ». Et vous voyez la citation qui est à l'écran, c'est qu'elle se trouvait plutôt embêtée quand venait le temps de répondre au recensement parce qu'il y avait toute la question de cette valise linguistique qu'elle avait avec elle. Et je vous partage une autre citation de cet article-là que je trouve très intéressante par rapport au genre de dilemme dans lequel les francophones peuvent se retrouver de nos jours. Et je cite, « À la maison, on parlait les 2 langues, comme ça se fait dans beaucoup de foyers migrants. La phrase commençait en arabe se terminait souvent en français. Quand on se faisait engueuler, c'était toujours French, and sometimes it is always in Arabic. So à l'image de la réalité linguistique plurielle d'un nombre croissant de Montréalais, n'entre dans aucune case. » Et c'est un article qui m'avait beaucoup frappé parce que en quelque part, on a évolué dans la façon de percevoir et d'appréhender la francophonie. On a évolué de la simplicité vers la complexité. Si on se replace en 1971, on parlait beaucoup de francophones de langue maternelle. Ce n'est plus du tout dans le même, on n'est plus du tout dans le même paradigme aujourd'hui. Et je vous dirais que cet argument-là de Rima El-Khoury a été repris récemment dans l'actualité par Jean-Benoît Nadeau, qui répondait aux données de Charles Castonguay, le mathématicien statisticien qui déplorait la baisse du nombre de francophones de langue maternelle au Québec, et Jean-Benoît Nadeau de dire, c'est justement parce que dans une société qui a ouvert ses portes à l'immigration, les francophones de langue maternelle ne sont plus les seuls francophones. Hein? Donc, voilà pour mon entrée en matière. Et justement, le plan de la présentation aujourd'hui, c'est de parler de cette complexité-là, mais aussi de cette multiplicité des rapports à la langue, d'en parler dans une optique statistique d'abord, ensuite de parler des prémices sociétales qui sous-tendent l'approche qu'on a envers la francophonie. C'est quoi le phénomène qui est éclairé par les statistiques? Et ensuite, pour terminer, on revient aux statistiques avec des illustrations de besoins et de réalités spécifiques en matière de données. Donc, 2 décennies de réflexion en termes de chiffres et de réalités. C'est autour de 2003 à 2005 que la FCFA a fait le constat qu'avec l'évolution
de la société francophone dans nos communautés, la langue maternelle ne suffisait tout simplement plus à rendre compte de l'ensemble du phénomène francophone. Et donc, à ce moment-là, le conseil d'administration de la FCFA a pris comme position officielle que la première langue officielle parlée, qui est une variable qui est calculée par Statistique Canada, devenait la définition principale utilisée par la FCFA parce qu'elle permettait de capter des gens qui vivent en français sans nécessairement avoir le français comme langue maternelle. 2007, deuxième jalon, accueillir et inclure dans la francophonie. Là, ici, je vous cite le plan stratégique communautaire qui est issu d'un grand rassemblement qu'on a fait à l'époque, qui était le Sommet des communautés francophones et acadiennes. Et dans le plan stratégique communautaire, on se donnait comme grand objectif, comme grande vision, d'accueillir et inclure dans la francophonie canadienne toutes les personnes qui veulent et qui peuvent en faire partie, peu importe leur origine et leur langue maternelle. Donc, encore une fois, on s'éloigne un peu plus de toute la question de langue maternelle ici. En 2008-2009, l'Ontario a adopté la définition inclusive de francophone. Et ensuite, 10 ans plus tard, en 2018-2019, il y a eu une volonté du gouvernement fédéral de revoir le règlement sur les langues officielles, communication et services au public, c'est-à-dire le règlement qui guide vraiment où les services et les communications sont offertes dans les deux langues officielles. Et à cette fin, on était rendu en 2018 à se dire que même la première langue officielle parlée n'était pas suffisante parce qu'elle ne tenait pas compte notamment du nombre de personnes qui pouvaient, par exemple, travailler en français, avoir le français comme langue maternelle, mais peut-être parler à égalité le français et l'anglais ou le français et une autre langue, mais pas le français le plus souvent à la maison. Donc, encore une fois, il y avait un autre niveau à aller capter au niveau des statistiques. Et en 2019, il y a eu d'autres discussions à nouveau à la table de la FCFA. Et quand je dis la table de la FCFA, ça s'entend le conseil d'administration sur la définition à utiliser, encore une fois, pour rendre compte de la diversité de la francophonie et des rapports à la langue française. En 2019, on était en campagne électorale, une campagne électorale où on poussait très fort pour la modernisation de la loi sur les langues officielles. Et notre constat, ça a été, à la FCFA, c'est un dossier qui interpelle non pas uniquement les francophones de langue maternelle, c'est un dossier qui interpelle non seulement les francophones de langue d'usage, c'est vraiment un dossier qui interpelle toute personne qui connaît et qui a le désir de communiquer en français. Et donc, en campagne électorale, on a commencé à parler de 2,7 millions de personnes d'expression française au Canada, dans les 9 provinces et 3 territoires ailleurs qu'au Québec. Et c'est le chiffre qu'on utilise pour plusieurs éléments de politique publique. Les prémices sociétales de l'approche de la FCFA. Je dis souvent comme personne en communication que la première des choses, c'est qu'il faut, en quelque part, arrêter de considérer la francophonie comme on le faisait en 1973, alors que la presque totalité des francophones avaient le français comme langue maternelle. Ce n'est plus le cas. On est vraiment, vraiment ailleurs. On est dans un contexte d'identités qui sont multiples et de rapports qui sont multiples à la langue. Le français peut être une langue d'usage quotidien plutôt qu'une langue maternelle. Ça peut être une langue parmi d'autres qu'on utilise à la maison. Il y a des gens qui s'identifient comme bilingues. Il y a des gens qui connaissent le français, qui peuvent s'exprimer dans cette langue, mais craignent de le faire, soit parce qu'ils ne sentent pas que leur français est de qualité suffisante par rapport à ce qu'ils voient autour d'eux, ce qu'on appelle communément l'insécurité linguistique. Donc, les rapports se multiplient à l'image d'une société qui se diversifie énormément.
3 facteurs, et là, je ne vous surprendrai pas lorsque je dirai ça, là, 3 facteurs qui ont influé sur l'évolution de notre conception de la francophonie. Naturellement, l'augmentation de la population issue de l'immigration dans nos communautés. Les personnes issues de l'immigration représentent maintenant environ 15% de la population francophone ailleurs qu'au Québec. Dans certaines provinces, comme la Colombie-Britannique, c'est davantage 29 ou 30%. Donc, c'est sûr que ça devient un facteur majeur. La part de l'immersion française et de l'apprentissage de la langue seconde, naturellement, il y a des personnes francophiles qui maintenant aussi, ou qu'on appelle communément francophiles, je vais revenir sur l'utilisation de cette expression-là, mais des gens qui sont issus des cours de français langue seconde qui veulent aussi participer à la vie de la francophonie. Et enfin, la croissance des unions qu'on dit communément exogames, non seulement des unions de personnes francophones et anglophones, mais aussi maintenant des unions de personnes qui peuvent être francophones ou un conjoint est francophone, l'autre conjoint parle l'espagnol ou le créole ou le bambara. Donc, voilà. Quelques concepts clés qui ont émergé pour la FCFA et qui ont balisé vraiment l'évolution de notre discours. Tout d'abord, prise de conscience de la charge symbolique d'être répartie dans des catégories. Qu'est-ce que je veux dire par charge symbolique? Qu'est-ce que ça veut dire pour un individu qui se considère pleinement partie de la communauté lorsqu'on lui dit « Toi, tu tombes dans la catégorie allophone. Toi, tu n'es pas un francophone, tu es un allophone. » Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça veut dire pour un individu lorsque on le classe comme ça? Même chose lorsqu'on dit, ben, il y a les francophones et il y a les francophiles, et les francophiles ne sont pas des francophones et vice-versa. Qu'est-ce que c'est la charge symbolique pour l'individu d'être classé comme ça? Je viens de le dire, la répartition francophone et allophone peut être inutilement divisive, tout comme, dans certains cas, le concept de francophile versus celui de francophone. Et là, je vais mettre mon chapeau de diplômé en sociologie, parce que j'ai aussi un diplôme en sociologie que j'aime utiliser quelquefois. Et je vais vous parler de concepts clés que j'aime beaucoup, surtout le dernier parce que je l'utilise souvent. C'est les 3 niveaux d'interface que je vois avec la langue et la communauté. Bon, il y a l'identité, il y a l'appartenance et la participation. Je vais revenir en arrière. Je suis allé une diapositive trop vite. Donc, on revient au concept clé. Donc, naturellement, l'identité. On parle de gens qui s'identifient comme francophones, ils participent pleinement à la communauté, ils sont soit nés en français ou ils ont décidé plus tard, considérant les circonstances de la vie, de s'identifier à la francophonie pleinement, etc. Ensuite, il y a un niveau qui peut être celui de l'appartenance. Des gens qui appartiennent à la communauté, qui se sentent appartenir à la communauté, mais qui eux-mêmes ne se perçoivent pas comme francophones pour des raisons X, Y, Z. Ça peut être effectivement des gens qui sont parfaitement bilingues, qui ont l'anglais comme langue maternelle, qui aiment bien participer à des événements de la communauté, à la vie de la communauté, mais qui eux-mêmes ne se considèrent pas comme des francophones. Et le troisième, celui-là, il est important, c'est le niveau de participation. C'est des gens qui sont peut-être un tout petit peu à l'extérieur de la communauté, ne s'identifient pas nécessairement comme francophones, mais de par leurs actions, participent à la vie de la communauté, participent à l'épanouissement de la communauté. Je vais vous donner un exemple très concret. Tous les parents qui ont des enfants dans les écoles francophones, mais qui n'utilisent pas nécessairement le français dans la vie quotidienne, ce qu'on appelle traditionnellement les conjoints non francophones, mais qui vont, par exemple, aller chercher leurs enfants à l'école, qui vont accompagner les groupes dans des visites d'école,
qui vont faire du bénévolat à l'école, etc. Est-ce que ces gens-là participent de par leurs actions à la vie de la communauté? Moi, dans mon livre à moi, la réponse est oui, certainement. Donc, voilà pour ça. Je vous amène à la troisième partie parce que je vois que le temps file vite. On m'a dit 15 minutes et j'allais dire en blague que je vais en prendre 20, mais ce n'est pas vrai. On a commencé à parler davantage, au lieu d'avoir une seule définition ou deux ou trois, de commencer à penser à des définitions qui peuvent s'appliquer à des besoins spécifiques. Je vous donne un exemple. Dénombrement des ayants droit. On sous-dénombre systématiquement depuis 40 ans les gens qui ont le droit à l'éducation en français. C'est pourquoi, depuis 3 ans, la FCFA a fait beaucoup de travail pour faire ajouter des questions au recensement pour inclure les personnes issues de l'immigration qui n'ont pas le français comme langue maternelle peut-être, mais qui ont reçu une partie de leur éducation dans cette langue. Et ce qu'on va voir comme différence, c'est que le problème qu'on va régler avec ça, c'est qu'au lieu d'avoir une école qui est bâtie au départ trop petite, peut-être pour 200 personnes, et qui est remplie à capacité parce qu'on a sous-évalué les nombres, on va finalement avoir une idée définitive du nombre de personnes qui ont réellement le droit à l'éducation en français selon les critères de la Charte. Donc ça, c'est une application très spécifique qui nécessite le développement d'une variable très spécifique. Nouvelle définition des immigrants et immigrantes francophones, encore une fois, développée pour un besoin spécifique. Ici, on parle de la déclaration par la personne immigrante elle-même de la préférence linguistique. Ça permet de diriger les immigrants et les immigrantes vers les services dans la langue officielle dans laquelle ils se sentent le plus confortables. Mais le concept de déclaration volontaire n'est pas nécessairement transférable à d'autres besoins en matière de données. Et j'en parlais un peu plus tôt, la question des services fédéraux en français, règlement sur les langues officielles. On a développé une nouvelle méthode de calcul il y a 2 ans aux fins de la désignation des bureaux fédéraux, spécifiquement pour aller capter des gens qui ont peut-être l'anglais comme langue maternelle, mais qui ont choisi de vivre en français, ou les personnes qui parlent une autre langue plus souvent à la maison qui n'étaient pas captées par la PLOP. Donc, réellement, la morale de l'histoire, c'est que ça prend plus de données, pas moins de données, pour décrire plus de réalités, plus de rapports à la langue, des réalités plus complexes, des rapports plus complexes, plus multiples. Il faut examiner la charge symbolique des définitions, j'en parlais plus tôt. Quel vocabulaire est-ce qu'on doit cesser d'utiliser? Quel vocabulaire il est préférable d'utiliser? Et aussi, finalement, et c'est là que je reviens au début de ma présentation dans laquelle je vous dis, je parle de données, mais je pourrais parler d'approche, c'est qu'il faut accepter, et pour certaines personnes, c'est pas nécessairement aussi facile que ça le semble. Il faut accepter que nos communautés ont changé. Alors voilà, je m'arrête là-dessus et je redonne la parole à Émilie. J'aime comment à la fin, on glisse une bombe comme ça. L'autre de sens. Merci beaucoup, Serge. Je vais maintenant passer la parole à Rachida Azdoud. Rachida, bienvenue au symposium. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, Rachida, elle est psychologue et professeure à l'Université de Montréal. Elle est aussi essayiste et chroniqueuse et chercheuse affiliée au LABRI, donc le laboratoire de recherche en relations interculturelles qui est basé à l'Université de Montréal. Elle a publié plusieurs essais, plusieurs ouvrages collectifs également. Sur ce, je cède tout de suite la parole à Rachida. Je rappelle aux participants, vous avez chacun 15 minutes. On est allé un peu plus loin dans le temps avec le ministre. Donc, je vais être un peu plus sévère sur le respect du temps pour tout le monde. Puis, juste garder un œil sur le chat. Je vous envoie des rappels pour le temps qui passe dans le chat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Émilie. Merci aux organisateurs de ce colloque de m'avoir invitée. Et je vais essayer de respecter scrupuleusement mon temps.
Alors, je vais commencer par expliquer un petit peu l'angle sous lequel j'ai choisi de traiter la question qui nous est soumise aujourd'hui. L'angle, et ça explique en même temps le choix de mon titre, la langue commune, pierre angulaire du dialogue interculturel et de la délibération citoyenne. Dans le fond, ce que je propose, c'est de voir, quand on aborde la question du vivre ensemble et la question identitaire au Québec, est-ce que la langue commune, le français en l'occurrence, est encore aujourd'hui le principal marqueur identitaire et l'élément fédérateur, le noyau commun autour duquel pourrait non seulement se vivre l'inclusion, mais se construire ensemble une éthique du vivre ensemble inclusive autour du fait et de la langue française. Donc, ce qui explique mon titre et le point d'interrogation, la langue commune est-elle encore la pierre angulaire du dialogue interculturel et de la délibération citoyenne? Je propose de livrer mon analyse en 2 temps. D'abord, livrer quelques éléments de contexte. Donc, quand on aborde la question identitaire au Québec et la question de la langue, ça se fait dans un contexte qui n'est pas anodin, le contexte québécois au Canada et plus largement en Amérique du Nord, et également à travers des enjeux, l'évolution des enjeux associés au vivre ensemble et à la question identitaire au Québec depuis les années 70, donc une 50aine d'années, et voir comment le curseur identitaire s'est déplacé de la langue à la religion et à la race. Enfin, il se déplace, il joue, il se déplace, il va et revient entre la langue comme marqueur identitaire principal, la religion ou la race. Alors, le contexte, c'est bien évident qu'aborder la question du vivre ensemble au Québec, c'est se poser la question identitaire dans un contexte qui est marqué par une double référence politique et juridique. Le Québec et le Canada. Donc, le Québec comme entité qui n'a pas d'existence juridique comme pays et le Canada. Mais aussi une double référence idéologique. Le multiculturalisme canadien et l'interculturalisme dit québécois. Cette double référence identitaire pèse d'un poids très lourd sur la représentation que les Québécois de toutes origines se font d'eux-mêmes, l'auto-représentation et la représentation de l'autre. Et la représentation que l'autre se fait de ce Québec auquel il est invité. Je parle ici, bien entendu, des nouveaux arrivants, mais il va de soi que le Québec, c'est aussi ces immigrants qui sont arrivés depuis 2, 3, 4 siècles. Et on sait que dans le multiculturalisme canadien, qui est d'abord une politique officielle, donc c'est quelque chose de très tangible, le noyau dur, le noyau de valeurs communes, ce n'est pas la langue, c'est la charte des droits et libertés. On observe tous les mêmes règles, les mêmes lois, et on est tous et toutes soumis, on est protégés, et les groupes vulnérables plus que les autres, par une charte des droits et libertés qui est enchâssée dans la Constitution. C'est ça le noyau de valeurs communes. Dans l'interculturalisme, le noyau de valeurs communes, c'est la langue, bien entendu, la langue commune, mais c'est aussi un certain nombre de valeurs communes dont on a encore beaucoup de difficultés à cerner les contours, les valeurs étant par le fait même, en contexte pluraliste, quelque chose d'évolutif qu'on ne peut pas figer et fossiliser. D'où la difficulté, par exemple, de la commission Taylor-Bouchard à dresser la fameuse liste des valeurs négociables ou non, dites négociables ou non négociables, autour desquelles on pourrait construire un projet inclusif, mais néanmoins distinct et original. Un autre élément de contexte important, c'est l'impératif économique. Le français est la langue de l'intégration socioculturelle au Québec, mais l'anglais demeure la langue de la mobilité professionnelle. Non seulement de la mobilité, mais parfois même de l'intégration. Et un autre... Another element for the background. Je vais le nommer, c'est la différence entre les francophones fantasmés
quand au Québec, on veut encourager l'immigration dite francophone, ou qu'on nomme l'appartenance à la francophonie ou l'adhésion à la langue, la maîtrise de la langue, comme un élément incontournable de l'inclusion, on a dans l'imaginaire, à tout le moins chez les plus conservateurs, l'image du francophone fantasmé. Et le francophone fantasmé, ce n'est pas un francophone qui a appris le français au Québec. Ce n'est pas le latino-américain qui était de langue latine et qui a appris le français ici, ou le boat people qui a appris le français ici. Mais c'est un francophone qui est en même temps francophile. Donc là, je fais un clin d'œil au conférencier précédent. Donc le francophone fantasmé, il est non seulement francophone ou francophonisable, c'est-à-dire qu'il est prêt à apprendre le français, mais il est francophile. Donc il y a un attachement affectif à la langue et au fait français, et il est tellement francophile qu'il porte le drapeau de la francophonie et il défend la francophonie. Donc, un décalage entre le francophone fantasmé et, à la limite, s'il pouvait être français de France, ou belge, ou suisse de langue française, ou monégasque ou luxembourgeois, ça serait quand même encore mieux. Et les francophones attirés, ou les francophones que l'on accueille, ce sont des subsahariens et des nord-africains et des caraïbins d'expression française. Je le dis quand même, je le dis sans ironie, parce que c'est un fait que dans le discours, quand on entend, et on l'a entendu des fois de manière très directe, faites donc venir des francophones qui nous ressemblent. Donc, ça veut dire que la seule utilisation de la langue et adoption de la langue ne fait pas nécessairement de vous un francophone parfaitement intégrable. Je vais passer maintenant aux enjeux. Comment les enjeux ont évolué depuis les années 70 ? Les enjeux ont évolué et avec eux, le marqueur identitaire qui se déplace. Dans les années 70, donc vous voyez les marqueurs, les enjeux, la langue, la religion, la citoyenneté, la religion et ensuite la race. Donc il y a des allers-retours. Et vous voyez quelques repères chronologiques qui permettent de comprendre comment les enjeux ont évolué et par le fait même, ont fait se déplacer avec eux le marqueur identitaire principal. Là, 1977, marqueur identitaire, un repère chronologique important, l'adoption de la loi 101. Les années 70, donc à partir de 75, c'est l'arrivée des boat people, donc une première vague d'immigrants qui, à la différence des vagues successives, était non seulement pas locutrice française ou francophone, sauf quelques Vietnamiens qui parlaient encore le français à cause de l'Indochine et donc la colonisation française, des réfugiés chiliens qui étaient proches, qui étaient locuteurs latins, mais qui devaient apprendre le français, ou des autres immigrants non francophones, mais on continuait quand même à recevoir des séfarades d'Afrique du Nord, des Haïtiens parfaitement francophones, et même pour la plupart francophiles. Donc et dans ces années-là, étaient francophones, étaient québécois ou québécoises, toute personne qui décidait d'embarquer dans cette aventure, soit d'arriver déjà francisé, soit dans le respect de la loi 101, d'adopter le français comme langue d'usage et par le fait même de contribuer à la survie du fait français, bien entendu en mettant au monde des enfants qui apprendraient le français et qui renforceraient le statut de la langue, sa survie et sa vitalité. Les années 90 se divisent en deux. On a d'abord la première partie des années 90. 1990, le Québec se dote d'un énoncé de politique. On n'oublie pas le contexte, donc ce souci, ce désir de se distinguer du multiculturalisme canadien et de se doter d'un modèle, d'un idéal de vivre ensemble distinct. Un énoncé de politique au Québec pour bâtir ensemble qui mettait beaucoup de l'avant, non plus seulement la langue commune comme élément fédérateur du vivre ensemble, mais on voyait déjà poindre la neutralité religieuse. Dans l'énoncé de politique de 1990, parmi les valeurs qui devaient faire partie d'un contrat moral, l'énoncé de politique de 1990 a introduit la notion de contrat moral entre le Québec et ses nouveaux arrivants. Dans le contrat moral, il y avait le français, l'adoption du français comme langue d'usage et langue des délibérations publiques, mais aussi la neutralité religieuse de l'État et l'égalité des sexes. Donc, vous voyez que la table est mise tranquillement.
à la commission Taylor-Bouchard. En 1991, on voit, au moment où le discours change et que le français ne suffit plus à faire de vous un Québécois, un bon Québécois potentiel, la guerre civile éclate en Algérie. On commence à recevoir des vagues importantes d'Algériens et d'Algériennes qui se divisent en deux. On a d'un côté des Algériens et des Algériennes laïques, voire athées, qui sont opprimés en Algérie à cause de leur athéisme ou de leur laïcité, et qui sont très francophones et qui sont très francophiles et qui se réclament des lumières et des valeurs dites universelles humanistes. Mais on a aussi des Algériens qui obtiennent le statut, l'asile politique, parce que ce sont des religieux orthodoxes et qui sont aussi opprimés par le pouvoir parce que religieux orthodoxes et parce que tenant d'une vision plus conservatrice de la société et d'une vision où il n'y aurait pas de séparation entre l'État et la religion. Donc les deux sont aussi reçus en toute légitimité comme réfugiés politiques au sens de la Convention de Genève. Et ce clivage-là nous poursuit encore aujourd'hui quand dans le débat public on nous dit « voyez, pourquoi vous dites que ce projet de loi est discriminatoire, pourtant nous on connaît des Algériens qui sont tout à fait pour le projet de loi sur la laïcité ». Donc, ce clivage-là, la table est mise pour un clivage qui nous poursuit encore aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire. 1994, la première crise des symboles religieux à l'école, et paradoxalement, au moment où la religion ou la non-religion, c'est-à-dire la religiosité ou la non-religiosité devient ce qui peut faire de vous quelqu'un d'intégrable ou pas, au moment où le curseur se déplace vers la religion, on modifie la grille de sélection, le Québec modifie sa grille de sélection pour encourager l'immigration francophone, jeune et scolarisée. À toute fin pratique, on a reçu des subsahariens qui répondaient parfaitement à ce profil et des maghrébins qui étaient pour les premiers francophones, scolarisés et jeunes, mais noirs, et pour les seconds, francophones scolarisés et jeunes, mais pour beaucoup musulmans. 1995, le référendum, 1995, la fameuse déclaration malheureuse de Jacques Parizeau, nous avons perdu à cause de l'argent et du vote ethnique. Donc ça a suscité une rupture, ou en tout cas une blessure, et on a entendu beaucoup les groupes communautaires qui disaient, écoutez, on nous a dit pour être inclus et pour être québécois, il faut être francophone. Ensuite, on nous a dit, il faut être, vous avez le droit d'être religieux, mais discret. Et là, on nous dit qu'il faut aussi être souverainiste. Or, on n'a pas un tel degré d'attente pour les natifs et les membres de la société majoritaire qui ne sont pas tous souverainistes. Là, on assiste, l'État essaie de ramener le gouvernail pour éviter cette rupture du lien de confiance. C'était le PQ à l'époque. On a opéré ce qu'on a appelé le virage civique avec la création d'un ministère des Relations avec les citoyens qui a remplacé le ministère des Communautés culturelles et de l'immigration. Et en arrière-plan, ce qu'il y avait, c'était la religion divise. Le terme communauté culturelle heurte et fâche des gens qui ne se considèrent pas comme des communautés culturelles, mais qui sont de deuxième, troisième génération ou même de première génération et qui ne se reconnaissent pas dans ce vocable de communauté culturelle qui en fait des immigrants un peu suspects, enfin, pardon, des citoyens un peu suspects. Donc, on va miser sur ce qui nous rassemble, l'identité civique commune. Identité civique commune qui permet par ailleurs les allégeances et les appartenances multiples, en notant que dans la ronde de la citoyenneté, ce soit l'identité civique commune qui soit le socle et l'élément fédérateur autour duquel on construit un projet commun avec un héritage, mais aussi un projet auquel toutes les composantes, incluant les nouveaux venus, ont non seulement l'obligation d'adhérer, mais ont le droit de contribuer. Donc, la transformation pluraliste. Ce n'est pas la momification de la culture commune. 2001 et 2007, deux repères chronologiques importants. 2001, bien entendu, les tours, mais aussi 2007, la commission Taylor-Bouchard. La commission Taylor-Bouchard qui se voulait donc un espace où on discutait ensemble de
outre la langue commune, de ces espèces de valeurs ou d'un cadre civique commun ou des composantes d'un cadre civique commun autour duquel tous les citoyens, toutes les citoyennes, quelle que soit leur origine, mais aussi quelle que soit l'ancienneté de leur établissement au Québec et au Canada, qu'ils soient de première, deuxième, troisième ou 10e génération, qu'est-ce qui pourrait, en plus de la langue, fédérer les Québécois autour d'un modèle distinct, parce que l'arrière-plan, c'est toujours ça, un modèle distinct du multiculturalisme canadien qui fait de la Charte des droits et libertés le seul socle ou le seul élément fédérateur, et on ne peut pas confier à la République des juges le soin de régler tous les conflits qui se vivent dans un contexte pluraliste. Donc, est-ce qu'on peut miser sur d'autres balises que les seules balises juridiques? Avec le résultat que l'on connaît, c'est-à-dire que finalement, quand on lit le rapport Bouchard-Taylor, j'en parle de manière tout à fait critique parce que je faisais partie des 15 experts. Beaucoup de repères qui ont été identifiés sont des repères juridiques. Donc, on peut retirer ce débat des mains des juristes, mais on ne peut pas sortir complètement le droit de ce débat-là. Autre repère chronologique important, 2017, le chemin Roxane. Et là, le curseur se déplace sur la race et on y est encore aujourd'hui. Le chemin Roxane, donc des demandeurs d'asile et les éléments les plus conservateurs ont craint une invasion. Or, sur le chemin Roxane, on avait beaucoup d'Haïtiens. Beaucoup de subsahariens qui sont passés par des chemins de traverse pour essayer de demander l'asile politique, et ils étaient donc on était en raison de se demander si la race n'était pas ceux qui pouvaient justifier une telle résistance. Oui, Émilie, j'en ai pour 2 minutes, 3 minutes, ça te va? Je peux? 2? Ok, c'est bon. Et bien entendu, ensuite, il y a eu la consultation sur le racisme qui a été demandée, qui a commencé à être demandée et qui était reportée. La commission Vérité et Réconciliation avec les peuples autochtones, 2020-2021, les affaires en rafale, l'affaire Floyd, l'affaire Echaquan et l'affaire Camara. Donc, le marqueur se déplace et se fixe sur la race. Et voilà comment on en arrive au Québec de l'interculturalisme comme idéal de vivre ensemble potentiel, qui a énormément de difficultés à s'enchasser au même titre que l'est le multiculturalisme, parce qu'on est sur le terrain des valeurs et que les valeurs, par définition, sont multiples dans un contexte pluraliste, et que toutes les parties doivent accepter de se laisser transformer dans le rapport à l'altérité. Personne n'en sort indemne. Et que l'évolution des enjeux a déplacé le marqueur. Et québécois, dans les années 70, et québécoise, toute personne qui apprend le français, qui l'adopte comme langue d'usage, indépendamment de ce qu'elle fait dans sa vie privée, de la langue auquel elle est attachée dans sa vie privée et qu'elle veut en toute légitimité transmettre à ses enfants, mais qui participe à la survie, à la vitalité du fait français, et québécoise, toute personne qui parle français et qui adopte le français, mais qui adopte aussi une neutralité, à tout le moins bienveillante et à tout le moins dans l'espace public, ou un degré d'orthodoxie moins grand. Et québécoise, deuxième année le virage civique, toute personne qui adopte une identité civique commune, civique, parce qu'il n'y a pas de passeport québécois, indépendamment de ses autres allégeances, c'est-à-dire qu'on peut être LGBT, militant antiraciste, tout ça à la fois, mais on met ça dans la dynamique citoyenne pour construire du commun. Commission Taylor-Bouchard, et québécois et québécoises, toute personne qui adopte des valeurs communes et qui font du Québec une citoyenneté distincte, à partir de 2015, je dirais même à partir de 2013, la Charte des valeurs et québécoise, c'est comme si la question était retournée. Si vous voulez que nous développions un tel degré d'attachement à cette culture commune, eh bien, il faut d'abord parler de racisme et ne pas occulter les injustices historiques et aller sur le terrain de la justice réparatrice et non pas sur le terrain des valeurs communes que va se solidifier ce socle autour duquel on peut construire
cette identité civique commune. Et donc, il faut d'abord la reconnaissance et la réparation. Je vous remercie beaucoup. J'espère que je n'ai pas trop débordé. Merci beaucoup, Rachida. C'était super intéressant. Juste pour que les gens sachent pourquoi j'essaie d'harceler les panélistes pour le temps, on doit terminer à 15 heures. Il est 2h25. Donc, pour les deux panélistes qui restent, si vous prenez plus que votre temps, c'est la période de questions qui en souffre et c'est les participants qui vont se révolter. Donc, c'est pour ça que je demande le temps, mais ce n'est pas par manque d'intérêt envers les présentations, c'est pour donner la chance à tout le monde de pouvoir participer avant 15 heures, parce que c'est vraiment l'heure à laquelle on doit terminer. Donc, pour la prochaine personne, je vais y aller rapidement pour ces raisons-là. Donc, Cédric Deschardons, qui est directeur de la recherche sur les politiques, directeur de la recherche de l'évaluation à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Donc, Cédric, ça fait 12 ans maintenant qu'il est, ça fait plus longtemps que ça qu'il est dans la fonction publique, mais 12 ans qu'il est principalement en train de travailler sur les questions liées à l'immigration. D'abord, les politiques des sélections et d'intégration, puis ensuite la recherche sur les langues officielles, sur l'intégration sociale et économique et le développement de données pertinentes à cet effet-là. Donc, on a parmi nous, donc bien sûr, un expert de ces questions-là du point de vue gouvernemental. Donc, merci beaucoup, Cédric, d'être parmi nous. Je vous laisse tout de suite la parole pour votre présentation. Il faudrait ouvrir le micro. Vous m'entendez? Oui. OK, bon, c'est mal parti pour faire dans les temps. Très bien. Donc, je vais essayer de faire ça rapidement. C'est un peu complexe. Donc, vous m'avez présenté, c'est très bien. Donc, le titre de ma présentation, genèse de la nouvelle mesure des immigrants d'expression française à IRCC, qui est un travail qui a été commencé en 2013. Et puis, je vais vous expliquer ça. Donc, s'accrocher au connu, c'est rester prisonnier de l'ignorance. Donc, c'est ce qu'on a voulu éviter à l'époque, rester prisonnier de l'ignorance. Donc, on a essayé de définir une nouvelle mesure à IRCC. Le plan, je vais passer rapidement, je vais présenter des éléments de contexte, la différence pour nous entre une définition et une mesure, ce qui va être important aujourd'hui, la problématique générale qui se posait à l'époque, des problématiques spécifiques qui avaient été identifiées, les consultations et les solutions envisagées, puis les objectifs et les critères qui en ont découlé, la nouvelle mesure retenue. Ensuite, je vais passer à quelques résultats généraux, notamment par pays source en 2019 puis en 2020, et puis j'essaierai de conclure. Voilà. Donc, le contexte, la définition et la mesure. Donc, la première définition venait du cadre stratégique en 2003. Un immigrant d'expression française. Donc, les immigrants d'expression française sont les personnes nées à l'extérieur du Canada et qui résident au Canada, qui ont le français comme langue maternelle ou qui possèdent une connaissance de la langue française. C'était la première. Ensuite, le plan stratégique en 2006 a un peu redéfini tout ça. Il a rajouté, dans le fond, s'il a une langue maternelle autre que le français ou l'anglais, dont le français est la première langue officielle canadienne d'usage, qui aura son importance par la suite. Le distinguo nécessaire, évidemment, c'est entre une mesure et une définition. On avait des définitions, mais la façon qui donne un cadre conceptuel, la façon dont on l'interprète, ça va donner l'algorithme, ça va être la mesure. The algorithm statistique qu'on va voir, basé sur les questionnaires qu'on pose aux immigrants potentiels au Canada. Et donc, ça va donner la manière dont CIC mesurait les immigrants d'expression française. Et voilà comment ça s'effectue à l'époque. Et je dis CIC à dessein, maintenant on est IRCC, parce qu'on a changé de nom, ça arrive. Donc, la mesure à l'époque, c'était les résidents permanents qui déclarent le français comme leur langue maternelle ou qui déclarent le français seulement comme la langue officielle parlée. Pourquoi c'était un problème? Parce que c'en était un, c'est pour ça qu'on a changé. La problématique générale, c'est qu'évidemment l'objectif, et c'est là où je vais rejoindre Serge et Rachida, on a un objectif, ça répond à un objectif, ça répond à un dessin, et ça répond à certains enjeux quand on a une définition et ici une mesure. Donc on voulait comptabiliser les immigrants d'expression française ou les locuteurs français qui arrivent en tant que résidents permanents au Canada, donc en situation linguistique minoritaire hors Québec, surtout au niveau fédéral. La problématique de mes estimations que ça posait, donc c'était une interprétation qu'on a qualifiée de restrictive de la définition parce qu'elle excluait les individus bilingues qui n'avaient pas le français comme langue maternelle. Si on vient rapidement en arrière, donc on dit qui ont le français comme langue maternelle et le français seulement comme langue officielle parlée. Donc, de facto, les immigrants bilingues... their only official language, which is French.
There's also the concept of mother tongue, which is not. C'est des gens à Statistique Canada, là, ça a été démontré, donc ça affecte la qualité des données, ça peut sous-estimer ou surestimer. Pour pas mal de personnes dans plusieurs cultures asiatiques ou d'Afrique subsaharienne, mais pas seulement, la langue maternelle, c'est la langue de la mère ou c'est la langue des parents, même si les gens ne l'ont jamais parlé ou ne la parlent plus. Donc c'est un peu compliqué de dire que les gens sont francophones s'ils ne parlent plus le français, par exemple. Il y avait un risque de biais de surestimation, je passe vite fait, si l'anglais était la langue principale, mais que la langue maternelle était le français, si quelqu'un a été en partie assimilé ou parle mieux anglais que français maintenant. Et un problème de cohérence, il n'y avait pas de définition vraiment miroir des immigrants d'expression anglaise à CIC. Donc pourquoi était-ce important? Ne pas prévoir, c'est déjà gémir, comme a dit Léonard de Vinci, on essayait de prévoir pour ne pas gémir. Donc la problématique de sous-estimation, il y avait une ampleur du phénomène qui était croissante, pour deux effets notamment. Il y avait une diversification des pays sources, ça a été abordé, je pense, par mes collègues auparavant. Si on voit en 1991, pour les immigrants d'expression française hors Québec, les immigrants d'origine européenne représentaient 52% de la cohorte, finalement, et puis en 2011, ils représentaient plus qu'un tiers, 34%. Pour l'Afrique, on est passé de 18% à 40% en termes de représentativité, donc ça a plus que doublé. Finalement, hors Europe, 48% des immigrants d'expression française en 91 venaient pas d'Europe, c'est passé une proportion qui est passée à 66%, donc les 2/3, plus tard en 2011. Donc tout ça, ce que nous disait, c'est qu'il y avait une progression des immigrants d'origine non européenne, ce qui fait que la langue maternelle, souvent, des immigrants d'expression française était de moins en moins le français, même s'ils le parlaient couramment. Il y a eu plusieurs cas, donc que ce soit la progression de l'arabe en Afrique du Nord, plusieurs dialectes ou autres langues en Afrique subsaharienne, Wolof, Bambara, Soninké, Peul, Ewe, Swahili, et j'en passe, ce qui fait que ces gens-là, finalement, étaient francophones, mais leur langue maternelle n'était pas le français. Là où ça posait de plus en plus de problèmes aussi, c'est qu'il y avait une recrudescence du bilinguisme, ça tout le monde sait au niveau mondial, il y a des millions et des millions de locuteurs de l'anglais, c'est devenu la langue du commerce, de l'Internet, etc. Donc ce qui fait que c'est comme, vu que c'était devenu la langue de communication, A plus B donne passé, mais c'est une sous-estimation croissante, c'est-à-dire que ces immigrants étaient de plus en plus de langue maternelle non française, mais surtout, ajouté à ça, ils parlaient français et anglais, en deuxième et en seconde et en langue tierce. Donc, devant ce phénomène, donc, il y a eu plusieurs consultations. J'ai quelques anecdotes que je vais essayer de faire quand même. C'était amusant quand on avait un comité à l'époque IRCC-CFSM, donc le ministère de l'Immigration et la communauté des francophones de situation minoritaire. On a un comité bilatéral où il y a plusieurs organisations représentant la communauté, la FCFA co-préside d'ailleurs. Finalement, on parlait, j'essayais de présenter la nouvelle mesure, où on s'en allait, etc. Et puis, on s'est rendu compte que pendant la consultation, que la plupart des gens dans la salle qui étaient d'origine immigrante, qui n'étaient pas nés au Canada, finalement, étaient des représentants non représentatifs parce que leur langue maternelle était, je me souviens d'un cas, le Wolof. Et puis, la personne était arrivée au Manitoba et parlait anglais et français. Donc, finalement, d'après la mesure qu'on avait en place, elle n'était pas vue comme un immigrant d'expression française, ce qui était quand même un petit peu gênant. Donc, Houston, nous avons un problème. On avait donc eu un consensus qu'il y avait un problème à résoudre. Donc, on a regardé plusieurs définitions et plusieurs mesures, surtout qui étaient en place. La définition, je me reprends, était fixée dans le cadre du plan stratégique. On a regardé au fédéral, il y avait la PLOP, la première langue officielle parlée, qui avait des avantages. Elle était symétrique, il n'y avait pas de double comptage. Nous, on a un objectif d'avoir 100% des immigrants. On ne peut pas en avoir 80% ni 120%. On doit effectivement les mettre dans les cases. Il y a une cible officielle, enfin, il y en a même deux. Une à 4% pour les économiques, à 4,4% depuis 2003 pour tous les immigrants d'expression française hors Québec. Et puis l'objectif est très différent, je vais passer rapidement, les gens je pense connaissent la PLOP, mais c'est pas pour des services, c'est pas pour les langues de services des bureaux fédéraux au Canada, c'est pas l'objectif, c'est pour vraiment pouvoir dresser un portrait socio-économique et démographique réel de la situation. On peut pas avoir d'attribution aléatoire, on veut plus utiliser la langue maternelle pour ce que j'ai expliqué auparavant, donc la PLOP en gros fonctionnait pas, et à la fin, nous, on doit lier chaque individu dans des bases de données, je vous passe les détails, pour savoir un peu ses résultats économiques, etc., ce qui leur arrive, à quel point les gens se débrouillent bien au niveau économique et social dans leur intégration future. On a regardé la DIF, la définition inclusive de la francophonie, exprime plus pour nous un potentiel de francophone, c'est-à-dire que ça ne dessert pas notre objectif parce qu'il y a un caractère asymétrique, on peut dépasser 100%, ce sont plutôt des locuteurs du français que des francophones, et donc vous pouvez avoir des gens qui sont théoriquement anglophones, qui parlent français, qui pourraient être compris dans la DIF. Donc ça ne correspondait pas. Donc après, pas mal de discussions à CIC avec différents ministères, Patrimoine canadien, Statistique Canada, des partenaires communautaires, les provinces et territoires. Finalement, il y a eu un consensus sur l'importance de revoir rapidement la mesure
et de la rendre plus inclusive. Donc, les objectifs, c'était mieux identifier les pays sources, mieux rendre compte de la réalité de l'immigration francophone au niveau national et régional, mieux rendre compte du degré d'atteinte des différentes cibles institutionnelles dont j'ai parlé au préalable, le 4% et le 4,4%. Et puis enfin, d'avoir un portrait plus fiable afin d'évaluer les résultats des efforts consentis par les différents partenaires. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de politiques et d'argent investi pour aller chercher et recruter des immigrants francophones un peu partout dans le monde, donc mieux en rendre compte, avec savoir si ces efforts finalement fonctionnaient, si des gens arrivaient, et aussi pour mieux cerner, j'y reviendrai un peu plus tard, les besoins des immigrants et des communautés en termes de services d'accueil et d'intégration. Pour ça, il faut bien les comptabiliser au départ. Donc il y avait un peu un cahier des charges pour éviter les mésestimations, la mesure miroir, immigrants d'expression française, immigrants d'expression anglaise au Québec, donc dans tous les cas en situation minoritaire, pas de risque de biais. On avait aussi les contraintes d'universalité des questions, on ne veut pas juste poser ces questions aux immigrants économiques, on veut les réfugiés, etc., donc tous les immigrants permanents. Et il y avait un projet pour avoir aussi les immigrants, les résidents temporaires. Je pense que c'est encore dans les cartons que ça n'a pas encore été fait. Et puis finalement, avoir un comptage unique et une symétrie. La nouvelle mesure retenue, donc, sont les résidents permanents, les immigrants d'expression française sont les résidents permanents qui déclarent la connaissance du français seulement comme langue officielle et qui déclarent la connaissance du français. Pour ceux qui déclarent la connaissance du français et de l'anglais comme langue officielle, ils doivent aussi nous dire que le français est la langue officielle dans laquelle ils sont le plus à l'aise. Donc, on évacue complètement la langue maternelle ici. Et puis, pour ceux qui sont bilingues, ben, finalement, on leur permet d'auto-déclarer s'ils se sentent plus à l'aise en français ou en anglais. Donc, ça remplit tous les critères. Le passé soldé, le présent vous échappe, songez à l'avenir. Qu'est-ce que ça donne pour l'avenir? C'est-à-dire, plus tard, ça a été officiellement signé en 2016. Il y a eu les premiers tests de données en 2017 et on a des données vraiment comparables depuis 2019-2020. Donc, je vous donne ici quelques résultats généraux. Finalement, quand on compare la mesure que j'appelais la mesure de 2006 puis la mesure de 2017, ce que ça a donné donc, de faire cette nouvelle comptabilisation, c'est-à-dire qui évite une mésestimation, parfois une sous-estimation, parfois une surestimation, c'est qu'en fait, il y a une augmentation en 2019 de 2184 immigrants d'expression française, ce qui n'est pas rien. On est passé de 6285 à 8469, ce qui est une croissance de 35% finalement, juste en comptant correctement les bilingues, grosso modo, je schématise. Et en 2020, qui était quand même une année très particulière, une augmentation de 1664 immigrants d'expression française, on est passé de 4000 à 5007, ce qui représente une augmentation en valeur absolue moins grande, mais en valeur relative de 40%. Bon, c'était l'année Covid, comme vous le savez. Et ce qui fait qu'au point de vue de l'atteinte de la cible de 84%, pardon, je pense que j'essaie d'aller trop vite pour couvrir. Le différentiel dans l'atteinte de la cible, ça aurait été de 2,1% en 2019, c'est devenu 2,8%, un différentiel de 0,7%. Et en 2020, l'atteinte de la cible aurait été de 2,6%. Et comme le ministre Mandicino l'a mentionné tout à l'heure, maintenant, en 2020, on a une atteinte de la cible de 3,6%. Donc un différentiel de 1%. Évidemment, les taux de croissance sont les mêmes. Donc au total, la croissance d'expression française a augmenté de plus d'un tiers en 2019 et en 2020. Entre les deux mesures, ce qui est quand même pas négligeable, vous en conviendrez. Des résultats par pays source aussi, je me suis attardé parce que je trouvais ça important en termes pour voir quelle représentativité on avait. On parlait d'inclusion, de sentiment d'appartenance. Bon, ce que ça donnait, ici j'ai fait donc la mesure de 2006, la mesure de 2017, les chiffres absolus en 2019, et puis ce que ça a fait, c'est un rang, un classement des 10 premiers pays. Bon, on les a tous, mais les 10 premiers étaient plus importants. Et puisque ça changeait, la colonne où il y a du vert et du rouge, ça changeait en termes de classement. Par exemple, la France restait le premier pays, mais au niveau du deuxième pays, finalement, le Maroc devenait le deuxième pays source pour les immigrants d'expression française hors Québec, alors qu'il était 5e auparavant, ce qui représentait un différentiel de 644 personnes, ce qui est beaucoup. On parle de quelques milliers de personnes pour les immigrants d'expression française hors Québec, une croissance de 252% entre les deux. Je ne vais pas tous vous les faire, ils sont là pour consultation. Pour schématiser finalement la contribution en termes de contribution absolue, presque tous les pays avaient leur contribution sous-estimée. Jusqu'à la moitié des immigrants d'expression française, certains pays étaient ignorés. Des cas particuliers étaient le Maroc, la Tunisie et le Liban. Ici, vous le verrez dans le tableau. Ce qui est embêtant, c'est que ce sont pourtant des immigrants, je qualifie de prometteurs, pas que les autres le soient, mais on sait très bien que dans l'immigration francophone hors Québec, les personnes qui réussissent le mieux, surtout à court terme en arrivant, sont les individus bilingues, la plupart des emplois étant malheureusement en anglais.
ce qui fait que, en fait, on coupait les statistiques et l'évaluation possible des résultats économiques de candidats très prometteurs et venant de ces pays. En termes relatifs, dans 9 cas sur 10, le classement du top 10 a été modifié et la contribution relative de certains pays était vraiment sous-évaluée. Ce que j'ai mis en vert, vous voyez, par exemple, le Liban était 18e, il est passé 9e, le Maroc, j'en ai parlé. Enfin, pour la plupart, ça change le classement même et la contribution. Certains autres, évidemment, la contribution était surévaluée. Donc, le portrait n'était pas très, très bon. En 2020, c'est un peu le même topo. La contribution de presque tous les pays était sous-estimée. Beaucoup d'immigrants d'expression française a été ignorés dans certains pays, notamment le Maroc et la Tunisie. Encore une fois, pas mal prometteur. La Tunisie était au 10e rang et passée au 5e rang. Il y a encore des taux de croissance de plus de 200% entre les mesures. Les rangs du top 10 ont été modifiés dans la moitié des cas. Et puis, la contribution relative de certains pays, ici Tunisie et Haïti notamment, étaient très sous-évalués. D'autres étaient surévalués. Et je ne parle pas, il y avait des pays comme le Burundi, il y avait d'autres pays d'Afrique subsaharienne aussi qui étaient, si je reviens en 2019, qui étaient fortement sous-évalués, dont la contribution était assez minime. Voilà. En guise de conclusion, une conclusion est simplement le moment où vous en avez assez de penser. Donc, j'en ai un peu assez de penser et de parler. Et je vais aller vite, d'Harold Finkelstein. Donc, pour conclure, pour moi, l'analyse de la contribution des pays sources ne correspondait pas à la réalité, dont il y avait un tiers de sous-estimation. Vous voyez, entre 35 et 40% des immigrants d'expression française n'étaient pas là. Et donc, plus particulièrement pour leur pays, ça allait jusqu'à beaucoup plus loin, plus de 300% dans certains cas. Les conséquences, c'est que la cible de 4,4% n'a pas été atteinte, mais on était plus proche qu'escompté. Donc maintenant, c'est rétabli. Ça ne veut pas dire qu'il faut crier victoire, ça veut dire qu'il ne faut pas se décourager, que c'était plus proche, mais ce n'est pas fini. L'analyse des résultats des immigrants d'expression française, notamment économiques, était vraisemblablement biaisée à la baisse. Comme je l'ai mentionné précédemment, je résume un peu ici. Évidemment, les résultats économiques des immigrants d'expression française qui arrivent bilingues a tendance à être meilleurs, surtout les premières années en arrivant. Ils sont plus facilement opérationnels et employables. Nonobstant le fait aussi que, évidemment, quand les premiers résultats économiques, quand vous arrivez dans un pays pour un immigrant, sont un peu un déclencheur et un signe avant-coureur de votre succès futur. Si vous commencez assez bas dans l'échelle, assez mal payé, un effet qu'on appelle en anglais de deskilling ou de scarification qui fait que vous perdez vos compétences ou vous êtes un peu marqué, stigmatisé et vous avez du mal à remonter la pente au niveau de la reconnaissance de vos diplômes, de vos acquis, de votre expérience. Le sentiment d'appartenance et d'inclusion, dont on parle ici, pouvait souffrir d'un manque de reconnaissance assez important. Il y a certaines anecdotes quand je faisais des consultations, des gens notamment dans les provinces maritimes qui disaient « Cédric, c'est pas possible, d'après vos statistiques, il y a 0 Marocains qui sont arrivés en Nouvelle-Écosse ou dans mon territoire l'an dernier. Et puis moi, je sais, j'en connais personnellement 22, je ne comprends pas du tout de quoi vous parlez, vos statistiques sont fausses, etc. » Ce que je veux dire, c'est que ça n'aide certainement pas à la reconnaissance et à l'inclusion quand on ne fait même pas partie des statistiques officielles, qu'on n'est pas reconnu comme immigrant d'expression française alors qu'on arrive à ce titre dans un pays. L'analyse des pays sources et des bassins potentiels de recrutement a été biaisée. C'est embêtant parce qu'on ne sait pas si les efforts fonctionnent. Quand on observe les bassins potentiels, j'ai fait une étude avec Richard Marcoux, qui est un démographe très connu de l'EIF. Finalement, on peut se tromper dans les bassins potentiels. On dit il n'y a pas tellement de potentiel ici, où les gens, ça ne fonctionne pas, n'arrivent pas ici, nos efforts de recrutement ne fonctionnent pas. Regarde, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent, alors que ce n'est pas le cas. Donc, c'est un peu embêtant en termes d'investissement de temps, d'argent et de succès. L'analyse des besoins sur les établissements et d'intégration à offrir potentiellement était mal ajustée. C'est-à-dire que si on vous dit que dans une communauté, il y a 100 immigrants d'expression française qui vont arriver, on peut prévoir les services d'accueil, d'intégration dans ce sens-là pour 100 personnes. Puis finalement, s'il y en a 400, évidemment, il y a un décalage et on va offrir potentiellement un mauvais service. En tout cas, on va devoir s'ajuster très fortement. Et puis, la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire était forcément sous-estimée, étant donné que la vitalité, c'est aussi beaucoup et de plus en plus les immigrants d'expression française qui arrivent dans nos communautés. Et là, on sous-estimait l'apport de l'immigration ex-ante et pendant. Voilà, si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Je pense que je suis dans les temps, Émilie, j'espère bien. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Cédric. Et effectivement, on est dans les temps pour cette présentation-là. Je vais passer en terminant la parole à Ibrahima Diallo,
Bonjour Ibrahima, je t'invite à ouvrir la caméra, commencer à s'installer. Donc, Ibrahima est professeur titulaire à la Faculté des sciences de l'Université de Saint-Boniface depuis 1985. Il a d'ailleurs été déjà donc, doyen de l'Université de Saint-Boniface. Il est connu pour sa contribution à différents enjeux au niveau de l'espace francophone, notamment les questions de la diversité, de la dualité linguistique, de l'intégration et de la lutte contre le racisme. Donc, beaucoup de recherches qui ont été préparées à ce niveau-là. Puis aussi, Ibrahima a une grand historique aussi d'implication au niveau de la société civile dans différentes associations, structures francophones, particulièrement donc au Manitoba. Sur ça, je lui cède la parole tout de suite pour conclure notre panel. OK, bonjour. Est-ce que vous me voyez? Oui, on Je s'entend. voulais juste vous dire que est-ce que vous voyez ma diapositive? Non, pas encore. Il faudrait faire un partage OK. d'écran. Merci. Je l'ai affiché. Je vais la commander d'ici parce qu'il y a des actions que je dois faire là-dessus. OK. Moi, je vois. Donc, le partage d'écran n'a pas encore été activé. Il faudrait partager votre écran. OK. Attendez. Yeah. Vous voyez partage d'écran en bas de l'écran Zoom. OK. Share screen en Non, anglais. je ne le vois pas. C'est juste en bas de votre écran Zoom, pas le PowerPoint. Si vous retournez sur Zoom, juste en bas à côté du chat, vous allez avoir le bouton partager l'écran ou share screen. OK. Ici, là, je peux pas. OK. Voilà, super. OK, c'est bon, merci. Excusez-moi le... Bon, alors je vais commencer, puis mettons notre métronome tout de suite. Merci d'abord de m'avoir invité à cette rencontre. Je dois vous dire, avant de commencer, que on a déjà eu une pré-rencontre avec les membres de ce panel-là pour voir de quoi on allait parler. Et pour ne pas qu'on se répète, j'avais choisi un créneau complètement différent, mais qui va aussi complémenter ce que mes collègues viennent de dire dans un certain sens. Alors, et avant de commencer aussi, j'aimerais vous dire que nous vivons ici. Moi, je tiens à souligner que nous nous trouvons sur le territoire visé par le traité numéro 1 et que toutes les terres, sur lesquelles nous sommes rassemblés, moi en tout cas, et puis tous mes Manitobains ici, font partie du territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Cri, Ojibwe, Dakota et Dene, et de la patrie de la nation métisse. Et si vous êtes tous en Amérique du Nord, vous êtes dans des territoires qui appartiennent à d'autres. Je pense que ça, c'est pour camper ce que je vais dire, parce que c'est très, très, très important de voir que nous sommes tous des immigrants. Nous sommes tous des métèques, comme dirait Georges Moustaki, dans ces terres d'Amérique. Alors, si on comprend ce sens-là, peut-être on va avoir une perspective qui certainement va nous aider à travailler mieux. Excusez-moi, le dossier de l'immigration. J'ai ici le titre, mon titre. Here's my title. Lapidaire, si vous voulez, parce que je parle ici d'identité transfrontalière, en ce sens que il n'y a pas de frontière entre les identités s'entrecroisent. Et aussi parler de la cohésion communautaire et quel avenir avons-nous pour la francophonie en situation minoritaire, au moment où on parle de plus en plus de la question de l'immigration et puis d'attirer plein de monde là dans nos communautés. Je finirai par ça. Et j'ai subdivisé ma présentation en 4 parties avant de faire la conclusion. D'abord, je voulais justement vous parler des questions qui me sont très proches parce que c'est des choses que moi j'ai vécues.
Je suis arrivé au Manitoba en 1984. Alors, vous imaginez combien d'immigrants qu'il y avait ici, surtout d'immigrants francophones subsahariens. Et j'ai choisi de prendre des images plutôt que de vous donner des chiffres. Et avant d'arriver à cet élément-là, parlant aussi ici d'exemples que j'ai vécu, là je vais vous donner quelques images là-dessus, et parler de la réalité d'aujourd'hui. Il y a quelque chose qui se passe sous nos yeux qui devrait nous interpeller et parler des perspectives d'avenir. Pourquoi je parle de mon itinéraire identitaire personnel? Moi, je viens d'Afrique. L'Afrique, vous le voyez ici, mais je viens d'un petit pays qu'on appelle le Sénégal. Sénégal, qui a une superficie de 196 722 km² et qui a 16 millions d'habitants. Quand j'ai quitté le Sénégal faisait à peu près 7 millions d'habitants. Donc, c'est vous dire la croissance démographique. Et mon parcours identitaire, personnellement, c'est que mes parents sont du nord du Sénégal. Moi, je suis né à Kolda, ici, parce que mon papa il a quitté le nord, il est venu à Thiès, puis il est venu à Kolda. Et j'ai fait mon école primaire à Kolda, à Thiès, à Kidira, et ensuite à Kaolack, avant d'aller à Dakar pour des études universitaires. Alors, pourquoi je vous présente ça? C'est parce que toutes les régions du Sénégal sont différentes. Les dialectes sont différents. Moi, je suis né avec, je peux dire, avec 2 langues maternelles. Ma langue maternelle propre, qui est le Pulaar, mais aussi j'ai le Wolof, qui est parlé par 95% des Sénégalais. Donc, quand on parle d'identité, on doit se dire, mais c'est quoi l'identité? Parce qu'il n'y a pas une identité, elles sont multiples. Et c'est la raison pour laquelle je tenais à montrer ici ce cheminement que j'ai fait, juste une école primaire dans 5 villes différentes, ou 5 villages. Ça crée déjà une certaine, un enrichissement, si je vous voulais, qui est très, 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 très important afin de comprendre un peu la façon que je vis l'identité. Et à plus forte raison, la façon que mes enfants vivent leur identité. Et je vais vous montrer ici, donc très rapidement. Alors ça, ce n'est pas de l'appropriation culturelle. Ça, c'est une image qui date de 2009. Je suis là avec le directeur général de la Société franco-manitobaine, dont j'étais le président du conseil d'administration. Et on allait accueillir des gens qui venaient de l'Est pour leur montrer un peu ce que c'était notre francophonie. Alors, donc, c'est un petit élément, juste un petit sketch qu'on voulait leur faire. Et pour montrer que notre francophonie est extrêmement diversifiée et il fallait que les gens qui viennent d'ailleurs soient aussi conscients de cette diversité-là. Quand je parle d'exemples vécus, je pense ici au milieu scolaire. Et là, je vous montre ici une image où vous allez voir ma fille qui était dans une garderie d'enfants, la seule brune de toute la classe, si vous voulez. La voici ici, Nabinta. Je vais vous montrer ces images parce que c'est important que les gens d'aujourd'hui qui sont arrivés après les années 2000 voient un peu comment ça a évolué dans les écoles. Vous voyez toujours Nabinta? Ça, c'est en 94-95. La DSFM venait de naître. Elle était la seule fille brune, comme on disait, dans sa classe. J'ai eu 3 enfants, et dont l'une, je vais vous parcourir ça très rapidement. Ici, il y en a une qui s'appelle Aïcha. Ça, c'est en 92-93. À la maternelle. La seule fille noire de sa classe. 93-94, toujours la seule. 94-95, la seule. Et 98-99, je n'ai pas les autres intermédiaires, eh bien, il y a eu une augmentation de 100% de noirs. Voilà. Ça, c'était la situation que moi, j'ai vécue quand je suis arrivé ici au Manitoba. Et quand on regarde ici mon autre garçon, là aussi, 97-98, et là, vous avez, il est toujours seul ici, comme vous pouvez le constater. Et en 2001-2002, voilà, on voit l'apparition d'autres communautés, dont des Maghrébins. Donc, c'est juste vous montrer que ces écoles-là, ce qui se passe actuellement dans les écoles, a bougrement évolué.
Et c'est très important que nous, on voit cette évolution-là parce que tous ces gens-là, ce sont des enfants d'immigrants. Et là, évidemment, toute la question de la socialisation, je passe très rapidement sur ça. Et pour venir ici, à parler de tout ce qui se passe quand on parle de l'intégration, de l'identité et aussi de l'épanouissement, c'est de parler aussi de la socialisation, comment les enfants ont évolué dans des milieux et qu'est-ce qui peut les marquer dans ce contexte-là. Et la socialisation dès l'enfance, pour moi, a été un élément extrêmement important pour les enfants et pour les enfants de beaucoup d'entre vous. Et actuellement, je parlais de la question des classes à l'école, mais vous allez voir aussi, il y a des révolutions dans les garderies. Ici, une image qui date de, je pense, de 93. Vous voyez deux enfants ici qui socialisaient déjà. Ils se prenaient même pour des sœurs siamoises. Donc, elles s'amusaient comme ça. Et vous voyez ici ce jeune-là, et je vais revenir souvent à ce jeune-là qui a vu des familles originaires d'autres contrées et qui a grandi dans ces milieux-là. Comment est-ce que aussi ça peut marquer des esprits? Il s'appelle Alex. Ça, c'est Alex ici, vous voyez Jean Bocard. Ils étaient inséparables. Ils ont fait les 400 coups, comme on dit, un peu partout. Vous les voyez ici, même dans des équipes de soccer, partout. Et j'ai voulu montrer cette image-là pour juste que les gens soient conscients que la société dans laquelle, disons, il y a à peine 20-25 ans, et celle d'aujourd'hui, pour montrer le changement et aussi pour donner aussi de l'espoir dans ce que l'on peut faire en matière de mixité. Alors, la réalité d'aujourd'hui, on parle de l'immigration, on parle de l'origine des gens, on parle de la diversité. Et actuellement, au Manitoba, il y a des écoles où il y a 30 nationalités dans une école. Et parfois, même 50% des élèves qui sont nés à l'étranger ou les parents sont nés à l'étranger. Donc, ce qui se passe dans les écoles devrait nous interpeller. Quand on parle d'intégration et quand on parle d'épanouissement. Donc, ça crée une nouvelle dynamique qu'il faut absolument gérer. Et voilà quelques images. Gracieuseté de la division scolaire franco-manitobaine, ce qu'on trouve actuellement dans les salles de classe. La mixité. Les jeunes à un âge très tendre déjà sont en contact avec la diversité. Ils sont en contact avec cette diversité, ils sont en train de vivre une situation que les parents n'ont jamais vécue. Alors, quand vous allez dans les écoles, je ne parle pas juste du Manitoba, mais je suis sûr que toutes les personnes qui sont en train d'assister à cette présentation-là pourront vous dire la même chose dans les écoles, que ce soit en Ontario, que ce soit au Québec ou ailleurs. Alors, voilà à quoi ressemblent les écoles aujourd'hui. C'est la diversité que les enfants sont en train de vivre. Et pour un enfant, on parle beaucoup de racisme et autres, mais les enfants ne ressentent pas ce que c'est que le racisme, ils ressentent tout simplement le lien qu'ils ont avec quelqu'un. Et ça, c'est très, très, très important. Et le racisme vient après. Et ça, ce sera quelque chose qu'il faudra aussi, disons, voir. Donc, je vous montre très rapidement ici quelques images de la salle de classe aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était avant. Et non seulement vous avez des gens qui viennent de partout, mais aussi même vous avez maintenant des enseignants qui sont de couleur, si vous voulez, ce qui n'existait pas. On a des directeurs d'école maintenant qui sont d'origine africaine, n'est-ce pas? Et par conséquent, je crois aussi que ça, c'était quelque chose de très, très important qui va marquer les enfants pour l'avenir. Alors, là, quelques images. Et je crois que c'est une des données, je pense, qui sont importantes parce qu'on disait avant que les enfants n'avaient pas de modèle. Maintenant, on en trouve. Et les enfants d'aujourd'hui, qui sont des enfants, disons, mais de toutes races confondues, sont confrontés aussi à toutes sortes pas de défis, mais des enjeux, que ce soit la race, que ce soit aussi même du côté du respect des individus, qu'ils soient handicapés ou non. Et je pense que ce sont des choses, c'est des images qui nous doivent nous interpeller. Et dans ce contexte-là, quand je regarde un peu cette cour de récréation, je ne peux m'empêcher de penser un peu à ce que mes enfants avaient vécu quand ils étaient seuls dans une salle de classe ou dans la cour de récréation. Les jeunes d'aujourd'hui vivent la mondialisation, ils vivent en quelque sorte tout le volet, si vous voulez, international.
Et puis, on ne pouvait pas rêver mieux que ça. Mais il faut continuer à bâtir là-dessus pour préparer les citoyens de demain. Et c'est là où j'arrive à parler de toute la question de la construction identitaire. Moi, je dois vous dire que j'ai une identité multiple. Quand je vous ai montré la diapo où j'ai vécu dans toutes les régions du Sénégal, vous me demandez, Ibrahim, tu es d'où au Sénégal? Je ne pourrais pas vous dire exactement parce que j'ai vécu un peu partout. Finalement, je me suis rabattu sur là où mes parents sont morts et enterrés. Voilà, je suis de là-bas, mais je suis de partout. Et quand on parle d'identité, évidemment, la construction identitaire, là, je reprends ici une citation de la SELF. Comment comprendre la construction identitaire? La SELF, c'est, disons, c'est l'association des enseignants de langue française, disons, mais ils ont fait un document, et je salue ce document-là, vous le connaissez certainement parce qu'il y a des enseignants qui sont parmi vous, que cette construction identitaire, c'est un processus qui est hautement dynamique, au cours duquel la personne va se définir, va se reconnaître par sa façon de réagir, d'agir et de vouloir dans les contextes sociaux et l'environnement naturel où elle évolue. Their development. Otherwise, identitaire. L'identité n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui évolue. Alors, voilà donc un jeune que j'ai mis ici qui disait même qu'il était africain. Et là, vous avez ici quelques images, je sais que le temps file, mais pour vous montrer que même nous qui vivons ici, il faut qu'on replonge nos enfants dans leurs racines. L'un n'exclut pas l'autre. Alors, je vais vous montrer juste quelques images ici et parler ici des perspectives d'avenir, évidemment. On parle de l'immigration. Et au Manitoba, on a parlé aussi de toute la question de l'agrandissement de l'espace francophone que vous connaissez, le modèle manitobain, où donner la fierté aux francophones d'ici et aussi s'ouvrir. Et s'ouvrir, c'est s'ouvrir aux autres communautés qui viennent d'arriver et qui sont francophones. Cédric a défini un peu la thématique de la francophonie, etc., etc. Et pour moi, la jeunesse, c'est l'avenir et il faut commencer aujourd'hui. On dit souvent que cela prend un village pour élever un enfant, mais cela prend une communauté pour élever un immigrant. Et les rôles des gouvernements, si on parle massivement de faire venir des francophones, les gouvernements ont un rôle très, très, très important. Dans le système d'éducation, la formation professionnelle, les ordres professionnels, il ne faut jamais oublier ça. Il y a des mesures d'accompagnement qui doivent se faire pour reconnaître les compétences des gens, des compétences acquises à l'étranger. On peut faire venir une masse d'enseignants qui viennent d'ailleurs, mais si les ordres professionnels ne suivent pas, on en fait des non-valeurs économiques. Donc, l'intégration économique est importante, sociale, culturelle, sportive et autres. Et aussi, je pense qu'au niveau de l'éducation, il faut beaucoup miser sur la jeune enfance. Nos garderies, nos fameuses garderies, déjà reflètent la mixité. Et il y a un point extrêmement important, c'est toute la question de l'adolescence. C'est parce que souvent, c'est au niveau du secondaire que les crispations se font, que les clans se font. Et c'est très, très, très important qu'on ait aussi des programmes qui aident à l'intégration dans ces milieux-là. Et évidemment, le post-secondaire et les universités. Et moi, je pense que les organismes communautaires ont un très grand rôle, n'est-ce pas? J'ai cité ici quelques exemples en ce qui concerne le Manitoba, mais on peut trouver d'autres exemples ailleurs. Voilà. Donc, en grosso modo, c'est ce que je voulais vous dire ici. Et en parenthèse, Alex, qui était l'ami de mon fils, il s'est marié avec une Noire. Voilà. Et voilà, en conclusion, les profondes transformations de ces 20 dernières années, on a parlé de multiculturel, ou plusieurs cultures, on parle de l'interculturel, c'est plutôt des contacts. Et là, la question de transculturel revient au chapitre. On parle de relations entre les cultures. Donc, c'est un peu ces éléments-là que je voulais apporter ici et parler de la façon de pouvoir échanger et de renforcer toutes les forces qui nous unissent, n'est-ce pas? Et d'avoir aussi des modèles qui sont centrés sur les jeunes qui seront les adultes de demain. Évidemment, la COVID aussi va avoir un impact là-dessus parce que ça empêche les gens d'être ensemble. Or, l'interaction est fondamentale. Et je reviendrai ici par une formule là aussi pour vous dire juste que quand on parle de la francophonie, on dit que les francophones en situation minoritaire, eh bien, la force d'une chaîne repose sur son maillon le plus faible. En ce sens-là, il faut vraiment renforcer la francophonie parce que ça fait partie de l'identité canadienne. Et sans la francophonie, eh bien, on ne sera plus canadien. Voilà. Donc, je jette ça en pâture à vous autres. Et puis, s'il y a des discussions, il y a des points clés sur lesquels vous voulez que je revienne et je pourrai les aborder. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Ibrahima et merci beaucoup à tous les panélistes. Il est 3h04 et on devait finir la période de questions à 3h. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander aux gens, le chat a déjà été ouvert. Je sais qu'il y a des gens qui doivent se déconnecter, donc il y a déjà le nombre de participants baisse, mais ceux et celles qui peuvent rester encore quelques minutes, je vous invite à poser vos questions dans le chat. Et donc, moi et Guillaume Deschênes-Thériault, qui est l'un des organisateurs aussi, on va prendre vos questions et on va pouvoir conclure rapidement si elles existent. Donc, j'attends vos questions dans le chat. Et s'il n'y en a pas, bien à ce moment-là, on va conclure tout de suite. Sinon, pendant que les gens préparent leurs questions, je voulais simplement vous dire que je ne sais pas à quel point vous êtes tous parlé avant. Je pense que c'est ça qu'Ibrahima disait, que vous êtes tous parlé avant, en fait, le panel, mais qu'il y a eu, dans les différentes présentations, vraiment une division des tâches du travail pour faire les choses de façon très, très complémentaire. Donc, Serge, avec des définitions de la façon dont les termes qu'on entend, la façon dont ils circulent, particulièrement au niveau communautaire, la façon dont les termes sont utilisés. Cédric, au niveau gouvernemental aussi, de voir comment est-ce que les politiques publiques évoluent, puis comment est-ce qu'on ajuste notre vocabulaire pour être mieux capable de comptabiliser, parce qu'on sait que les chiffres, c'est un truc extrêmement politique qui peut être très chargé aussi émotionnellement quand on publie des chiffres à chaque année. Donc, ce travail-là est très, très important. Rachida, plus du point de vue du Québec aussi, regarder l'évolution du discours depuis les années 80, 90, 2000 jusqu'à aujourd'hui. Puis Ibrahima, plus aussi le parcours donc personnel, puis voir ce que ça veut dire concrètement sur le terrain dans la vie des gens, tout ce dont on est en train de parler. Donc, je pense que les 4 perspectives ensemble, ça donne un portrait d'ensemble qui est vraiment intéressant. Donc, je veux vous remercier tous les 4 pour ça. Je pense qu'avec l'heure qui a avancé, je vois les gens se déconnecter, en fait, et je ne vois pas de questions. Donc, on va pouvoir conclure là-dessus tout de suite. Je suis sûre que ce n'est pas par manque d'intérêt envers vos présentations. C'est simplement que je pense que la discussion doit avoir le temps de se faire. Et quand on est pressé, bien, finalement, on dit des choses, mais on ne dit pas grand-chose en même temps. Donc, je pense que par respect pour l'intelligence et l'importance de vos propos, on va s'arrêter tout de suite. Je vous envoie dans le chat, tout le monde, le lien vers le SurveyMonkey qui vous donne l'évaluation pour la journée d'aujourd'hui. Donc, vous voyez dans le chat, je vous demande à tous ceux qui sont encore sur la ligne de bien vouloir le remplir si possible pour pouvoir donner votre rétroaction donc, aux organisateurs du colloque. Et on se retrouve donc demain aussi en début d'après-midi pour la suite de la semaine du symposium. Merci beaucoup tout le monde. Puis, ça a été un plaisir d'être parmi vous et on se retrouve demain. Merci. Merci beaucoup tout le monde, c'était super. Finalement, j'avais oublié à mon cours que j'avais une période de discussion. J'ai mis l'activité de discussion au début de mon cours, j'ai pu rester avec vous. Sur mute. Moi, je voulais juste vous dire que ça a été un bonheur de vous rencontrer tous, sachant que vous avez l'air de tous vous connaître. J'avais l'impression d'entrer dans une famille incestueuse. Se tricote sous la table. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce parti de famille? Ouais. Je connais très bien Ibrahima depuis 22 ans maintenant qu'on se connaît, Ibrahima.